Bonjour à tous. Bonjour Marie. Bonjour Sophie. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Gap de parents. Je suis ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Moi aussi. Je vous présente, vous qui nous écoutez et nous regardez, je l'espère également, Marie Grégoire de Holy Mama. Marie, est-ce que tu pourrais nous faire le plaisir, pour commencer, de te présenter en quelques mots, quelques phrases? Je ne vais pas trop te limiter dès le début. On t'écoute. Alors moi, c'est Marie, donc j'ai 41 ans. Je suis maman de 2 petits garçons de 9 et 11 ans et la compagne de Lyonnais depuis, 17 ans, je crois. Je suis aussi donc doula, et en tant que doula donc j'accompagne, les femmes des premières règles à la ménopause et aussi pendant la grossesse. Alors je peux être présente le jour J, lors de la naissance et puis en postpartum. Et anciennement, donc, j'étais infirmière pédiatrique pendant 15 ans en réanimation néonatale. Et à la moitié de ma carrière, j'ai travaillé 1 an et demi à l'ONE. Ah bah, tu vois, j'apprends encore des choses. Voilà. C'est ça, je ne savais pas entendu, donc merci Marie pour cette première présentation. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté le dernier épisode de podcast, j'expliquais que maintenant, j'aimerais bien justement ramener les échanges et même les épisodes en solo sur vraiment le lien entre la parentalité et notre rapport au travail, qui, je pense, pour beaucoup d'entre nous, est très challengeant. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à écouter cet épisode. Et donc aujourd'hui, j'ai invité Marie à mon micro pour partager sur son expérience personnelle et également au travers de toutes les expériences des femmes qu'elle accompagne aujourd'hui, donc dans sa posture de doula. Donc Marie, est-ce que tu serais OK qu'on démarre sur justement quels ont été les plus gros changements pour toi par rapport à ton travail lors de la naissance de ton aîné d'abord, ou ton retour au travail justement? Qu'est-ce que tu pourrais nous partager? Ou même peut-être que tu as déjà eu des réflexions ou des changements de posture déjà pendant ta 1re grossesse peut-être? Est-ce que tu pourrais nous en dire, un peu plus là-dessus? Bah, déjà, ce qui est particulier, moi, c'est que comme j'étais infirmière à l'époque, j'ai pu bénéficier donc d'un écartement prophylactique, dès le début de ma grossesse et jusqu'à 5 mois, après la naissance de mes 2 enfants. J'ai chaque fois eu le congé, d'allaitement. Donc, dans mon expérience, j'ai pu, vraiment lever le pied, pendant la grossesse, et puis aussi, être auprès de mes petits garçons, pendant leurs 5 premiers mois de vie. Donc ça, c'était vraiment un des précieux avantages de ce métier, d'infirmière. Et donc, chaque fois que je suis retournée au travail, donc ils avaient, 5-6 mois même, je crois que les mois avec mes congés et cetera, il avait même, presque 6 mois. Donc ça, j'ai trouvé ça doux. Je trouve que tout le monde devrait avoir, qu'on allait ou pas d'ailleurs, on devrait avoir au moins, au minimum 5 ou 6 mois. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus doux, de retourner au travail, à ces âges-là et aussi de mieux profiter, dans les mamans que j'accompagne. Je vois beaucoup quand on sait qu'on va devoir mettre son enfant en crèche, à 3 mois, on est vraiment quasi dès la naissance aussi flippé par, le sommeil, le rythme et cetera, alors que, à ces âges-là, ils n'ont aucun rythme et donc ça, je trouve que ça a été très, très précieux pour moi. Donc ce qui a juste changé pour moi, alors c'est que du coup quand même j'ai pris un temps partiel, dès, mon aîné parce qu'en plus moi mon compagnon, il est conducteur chez Eurostar, donc il a des horaires totalement irréguliers et moi aussi donc en tant qu'infirmière et donc j'ai recommencé à 4/5e, pour, notre aîné et là j'ai fait l'expérience que d'être, à travailler à temps partiel, c'est pas plus reposant. Parce que quand on est chez soi, finalement, enfin, on salit plus sa maison. Enfin, j'ai commencé à regarder autrement les mères au foyer déjà, à 4/5e et puis alors quand j'ai eu mon deuxième et que j'ai recommencé à mi-temps, alors là, parce que sinon c'était 4/5e, ça n'était pas tenable avec les horaires de mon conjoint et les miens et l'entrée à l'école du coup de l'aîné. Parce que tant qu'on en avait qu'un avec les horaires de crèche, moi il était à la crèche qui était pas dans l'hôpital, mais il y avait beaucoup de membres du personnel de l'hôpital, donc c'est une crèche qui ouvrait très tôt, qui me permettait d'aller déposer mon fils, avant de faire un matin. Ça, c'était, très tôt du coup. C'était très Mmh. tôt et c'était pas évident. Mmh. Ou quand je faisais du 10, alors je pouvais l'amener, plus tard à 13h
et la crèche fermait à 18h. Donc on savait quand même s'organiser avec mon conjoint pour que si je faisais 14-22, évidemment, il Mmh. allait le rechercher, Mmh. heu, à 18h. Donc c'est ça qui m'a permis de travailler à 4/5 quand on en avait qu'un. Mais une fois qu'il est rentré à l'école, alors là, avec les horaires de l'école, bon et puis on n'aurait pas voulu quand même quoi je trouve que c'est quand même, compliqué pour les enfants d'être levés si tôt. Oui. Heureusement quoi que j'étais qu'à 4/5 Mmh. et qu'avec les horaires de mon conjoint, on ne devait pas, tout le temps l'amener à Mmh. 6h du matin parce que c'est quand même c'est fort tôt, hein, c'est quand même fort tôt. Mmh. Hem, Et puis voilà, la suite, la rentrée à l'école, effectivement, mais qu'est-ce que les horaires d'école sont pas du tout ah adaptés oui, non. au monde du travail, ou c'est le monde du travail qui est pas adapté, aux heures d'école, on est bien d'accord, mais c'est clair que c'est un fameux challenge pour les parents une fois que les enfants rentrent à l'école parce que 15h10, 15h20, Oui, non, ouais, voilà, c'est car le travail, c'est très, très compliqué, ouais, on est bien d'accord. Donc c'est là que tu es passé à mi-temps, du coup? oui, parce qu'en plus, enfin, voilà, dans notre famille, enfin, les parents travaillent, hein, donc Mmh. Ouais, ouais, ouais. tous les grands-parents travaillaient encore à ce moment-là et donc on était vraiment que nous 2. On a Mmh. toujours, pu compter que Mmh. sur nous 2, donc avec nos horaires et donc même à mi-temps, chaque fois que je recevais mon horaire de travail, c'était, méga, prise de tête pour moi parce que je devais chaque jour, regarder ce qui collait avec les horaires de mon conjoint Mmh. et pour les enfants et ça, je sais que oui, c'était vraiment très stressant pour moi parce que parfois, quand je devais changer un horaire, comme dans le service où je travaillais, il y avait un côté réanimation, puis un côté un peu middle care, moins intensif. Mmh. Mais moi, comme j'allais du côté réa, bah, parfois je ne pouvais pas changer avec toutes les membres du C'est ça. personnel. Il fallait que je change avec, d'autres infirmières qui avaient les mêmes compétences que moi. Il fallait un certain ratio en réa et quoi. Donc parfois, je trouvais une personne qui pouvait changer d'horaire avec moi, mais on n'avait pas assez de personnes, enfin d'infirmières qui pouvaient aller en réa et du coup, je me suis déjà retrouvée vraiment bloquée et chez mon homme, par contre, c'était pas à ce moment-là, il y avait pas beaucoup de papas, de jeunes papas Mmh. et donc du coup, c'était beaucoup moins habituel, de son côté de changer d'horaire donc on essayait vraiment c'était sur moi que reposait, beaucoup cette charge Mmh. parce que chez lui, c'était vraiment pas, habituel de changer d'horaire entre eux, sauf vraiment des circonstances exceptionnelles. Mais maintenant, Les dans choses son changent un équipe peu. actuelle, il y a un peu plus de papas qui Ouais. ont pris, aussi des congés parentaux, Mmh. et du coup, il y a un peu plus de changement d'horaire. C'est bien, parce que je pense que les premiers qui ont initié, que ce soit les changements d'horaire ou de prendre des congés de paternité, moi j'entends souvent quand ils veulent, quand ils les demandent en tout cas, c'est ben quoi, Oui. mon enfant il a pas une maman, ben si, ben la maman peut Ouais, aussi donner la place au papa ouais, ou ouais. que les deux parents soient présents. On a Mmh. tellement besoin de ça. Ouais. Donc les choses changent heureusement, mais à l'époque en tout cas, toi ça a été un de tes gros stressors du coup, cette arrivée d'horaire chaque mois Ah oui, pour c'était les réalisations oui, familiales. oui, oui, oui. Mmh. Oui. Ça a fait pa enfin ça a contribué, enfin, quand j'ai quitté l'hôpital, enfin, tu le sais, en 2021 suite à une perte de sens professionnel. Il y avait d'autres choses, qui m'ont amenée à devenir, doula, mais cette pression horaire, n'a pas arrangé les choses parce que c'était vraiment, très compliqué et puis aussi, j'étais constamment rappelée parce que quand tu es infirmière et que tu travailles à mi-temps, bah, en fait, quand il y a une malade ou quand il y a un besoin, de rappeler quelqu'un, bah, on rappelle les personnes à temps partiel et donc en fait, j'étais à temps partiel et avec un salaire de mi-temps, mais je faisais parfois beaucoup plus d'heures que ce qui était, convenu et j'étais constamment en fait, quand j'étais en congé quand j'étais chez moi avec mes enfants, parce que du coup la crèche, il n'y allait que quand oui, voilà et ça se réglait. En plus cette crèche-là, comme elle fonctionnait à horaires irréguliers, je ne pouvais les y mettre que quand je travaillais. Oui. Donc je ne pouvais pas me faire de petites soupapes. Par contre, Mmh. Oui, tiens, pour toi. aujourd'hui je ne Ouais. travaille pas à l'hôpital, mais je vais mettre, quand même, mon enfant, C'est ça, à la crèche pour pouvoir, voilà, prendre du temps pour moi et cetera. tout à fait. Hem Ça, c'était pas possible. Ça, c'était pas possible et alors, tout le temps voilà, quand j'étais à la maison, bah, je me disais tout le temps, «Ah là là, enfin, qu'on ne me rappelle pas quoi» Oui, et c'est, mais on le et sait. souvent on me rappelait, oui et ça me fait penser aussi pendant ma deuxième grossesse, hem,
mon aîné était toujours à la crèche et comme j'étais écartée, là, par contre, on le prenait le moins possible et donc ça aussi, ça ma deuxième grossesse a été plus compliquée pour ça parce que j'ai À la crèche, on le prenait moins là, comme tu on le prenait oui, en parce qu'en fait, comme enfin, c'était dans le fonctionnement, cette crèche-là, c'est que c'est harmonieuse, elles acceptent un peu plus oui. d'enfants, que normalement et en fait, elles comptent sur les écartements prophylactiques Mmh. et du coup, bah, une fois que je suis tombée enceinte, chaque fois que j'allais amener, Cyril, mon aîné, bah, des fois, on me demandait aussi de changer d'horaire. «Ah, aujourd'hui, est-ce que vous sauriez garder Cyril avec vous? Parce que on a une maman qui travaille, elle» et franchement, c'était culpabilisant, c'était très culpabilisant et j'ai vraiment même par rapport à mon aîné, à mon fils, bah, des fois, c'était vraiment difficile d'aller l'amener parce que j'avais un peu le sentiment qu'il était devenu, enfin, un peu en trop. On m'appelait aussi parfois le matin en me disant: «Ah, aujourd'hui, on a trop d'enfants. Est-ce que vous sauriez garder Cyril chez vous?» Et alors, je devais, sur l'horaire que je mettais, j'essayais quand même de le mettre 2 jours semaine parce que j'avais fort peur que après à la naissance de son petit frère, bah, qu'il ait été avec moi énormément pendant la grossesse et puis, en plus, il allait devoir rentrer à l'école, à la naissance de Clément, Mmh. second. Et donc j'avais envie qu'il puisse quand même encore, rester au moins 2 demi-journées, par semaine à la crèche et ça, c'était très compliqué dans ce fonctionnement de la crèche et je devais entourer les jours où j'allais chez la gynéco parce que là, comme ça, on OK. laisse branler quoi, ouais, on essaie tranquille. Ça a été vraiment, ouais, compliqué, hein. J'ai dû beaucoup batailler et je m'étais même à un moment donné, j'avais même parce que je me sentais fatiguée, parce qu'être H24 avec un enfant de 2 ans quand tu es enceinte, ça par contre, c'est quand même pas super méga reposant. Donc c'est vrai que j'ai pu profiter d'un écartement, mais être toute seule à temps plein avec un enfant de 2 ans, quand on n'a plus cette communauté autour de soi, tu mettre un village et voilà, pas on se fait ça non, il faut les garder, non et j'avais à un moment donné, à 32 semaines, je crois, j'avais demandé à ma gynéco de me mettre, comme si j'étais, en repos, enfin que je savais quand même, aller le rechercher, mais elle m'avait fait un certificat pour, pouvoir le mettre à la crèche, en fait, parce que je devais tout le temps batailler avec la directrice, ouais. On prend le gars. Oh là là et en plus, bah, comme je voulais y inscrire mon second, enfin, j'avais demandé aux 3 mois de réinscrire le second, bah, c'était toujours un peu, tu sais, voilà, fais pas trop de vagues parce que, enfin, on va pas te refuser ta place qu'on a acceptée, mais tu vois, il y avait ce truc un peu pas, ouais, pas chouette quand même. Pas avec quand même, ouais. Bah, dis donc les horaires, ça t'a quand même bien chamboulé, bien challengé, tu Ouais. es toujours en fait, Ouais, ouais, ouais. pas simple ça, non, pas simple, dis donc. Il y a une autre question qui me vient comme ça, si je peux, c'est ton rapport aussi au travail, parce qu'une fois que tu es devenue maman, ben, c'est quand même pas pareil de t'occuper, de tout petits bouts comme ça quand tu es toi-même Oui, et puis de la mère. oui. Tu as une sensibilité autre aussi qui, Bah, j'ai toujours été, une infirmière très, très empathique, très sensible et très proche, très proche des mamans donc déjà avant d'être mère moi-même, j'avais conscience de ce que ça devait enfin, là, je ne pouvais qu'imaginer, ce que ça pouvait être de faire un passage dans un service de réanimation, avoir peur pour, la vie de son bébé ou même si on venait que pour des antibiotiques. Toute séparation est difficile et même quelques heures, je voyais, chez les mamans que même si c'est pour venir 4 heures pour aller sous les lampes pour une jaunisse, c'est quand même pas, évident et que justement on se dit toujours: «Oui, mais il y a pire, la chambre d'à côté, donc je peux pas être triste» et voilà, mais si, parce que c'est quand même voilà. c'est ta réalité à toi, ta Ouais. situation, tu en train mais quand je suis revenue, D'avoir été maman. Bon, bah, déjà, je me suis demandé comment je m'occupais avant de tous ces petits bouts parce que les miens, bah, j'avais un pauvre petit bonhomme là, qui tenait déjà que 3,5 kg et là qui avait du coup 5 6 mois donc c'était: «Ah oui, ah, comment est-ce que je faisais avant?» Mais aussi, ah oui, non, les mamans, les parents, là, j'étais vraiment en bluetooth, ah oui, ouais, encore plus, ouais. une autre vision justement de ses parents et de du soutien d'être amené à ses Oui, parents, oui, oui. encore plus. Et à avoir encore plus besoin de répondre à leurs questions, de prendre le temps et cetera et oui, ce n'est pas étonnant que
je sois après au retour de ma deuxième grossesse et aussi de mes expériences de femme, en fait, de ce que j'ai pu expérimenter du monde médical en tant que femme moi-même, avec les choix que j'avais posés de vouloir accoucher sans péridurale. Quand j'ai vu comment c'était pas toujours évident de trouver le bon gynéco, de batailler parfois pour pouvoir, vivre ce qu'on a envie de vivre et puis la naissance de Clément, elle est, oui, il y a eu des gestes, enfin, j'en parle dans le recueil, là, Oui, tout collectif, à fait. Feu de forêt, si le Que vous avez à lire. Oui. où Magnifique j'ex société de Harry et aussi d'autres femmes, oui, m'ont beaucoup touchée. où j'explique un peu ce que j'ai vécu lors de la naissance de Clément. J'ai vécu des violences, obstétricales, et donc, oui, en revenant au travail, évidemment, avec nos expériences de femmes, de mères, bah, on pose un autre regard, sur les choses et c'est ce qui m'a menée petit à petit, en plus de la gestion des horaires et cetera, bah, au à la perte, de sens, à ne pas avoir le temps, en fait, de répondre aux questions des gens, de pouvoir, voilà, mettre, en peau à peau, en prenant le temps qu'il fallait parce que l'impression d'être une balle de ping-pong, entre les chambres, entre mes patients dont j'avais la responsabilité et de malgré l'envie et le besoin de faire mon travail au mieux et d'être là, d'être présente, de ne pas avoir le temps, en fait. Ou alors de devoir relier sur mes propres besoins un peu physiologiques, Ouais, c'est ça. fondamentaux, de ne pas pouvoir aller faire pipi ou prendre le temps d'un repas. Pas souvent mes collègues me disent: «Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu fais?» Et peut-être que je paraissais un peu désorganisée parce que je passais beaucoup de temps, mais parce que je passais beaucoup de temps auprès des gens, j'avais besoin de les accompagner, de répondre à leurs questions et cetera. Mais du coup, tout le reste passait à la trappe, tout le reste passait à la trappe, ouais. Et du coup, à un moment, mon médecin généraliste m'a mise en arrêt de travail parce que j'avais des grosses, névralgies d'Arnold voilà, mais moi, enfin, c'était mon travail passion. C'était passion et donc après ce temps de repos, elle avait accepté que je recommence, mais en me disant: «Alors vous suivez une psychothérapie?» J'ai fait 1 an de psychothérapie pour essayer de trouver, comment survivre en fait, Mais en parallèle à ton travail, donc tu oui, continues à bosser à mi-temps? ouais, quelques mois, ouais, Ouais. j'ai continué de bosser à mi temps, ouais. Tout en essayant de retrouver du sens dans ce que tu faisais? Ouais. Oui, mais je pense que c'est dur quand on est, comme tu dis, dans un métier passion. Mmh. C'est encore plus difficile, j'imagine, d'en perdre le sens en se disant: «Mais attends, tu es auprès des parents, ta place, elle est très utile, elle est plus que nécessaire», mais en même temps de sentir ce est-ce qu'on peut mettre le mot détachement ou cet épuisement ou c'est quoi que tu mettrais Non, juste? en fait, c'était ce qui émergeait en moi, c'était plutôt de la colère, en fait. OK. Ouais, et aussi une infinie tristesse. Enfin, en fait, sans rien comprendre, j'arrivais devant les doubles portes du service et je fondais en larmes. Et les derniers mois, alors qu'avant ça, enfin, quand tu dois te lever pour être à 6h30 au boulot, je m'entends te dire que mon réveil, c'était je mets, 5h15 ou 5h20 quoi, tu vois? Les 5 minutes, ça J'ai change 5 tout. minutes, ça change tout. Et pourtant à la fin, ah ben, en fait, je me mettais à 5h et j'allais un peu respirer à l'arrière de l'hôpital, enfin dehors, Ouais, ouais. avant de rentrer. Mais c'était le covid aussi et donc Oui. avec les masques et tout ça, enfin c'était, plus de la colère en fait de me dire déjà, bah, par rapport avec ce que j'avais vécu dans mes expériences d'accouchement et cetera, c'était qu'il y a tout un certain nombre de bébés où je me disais: «Mais si les parents avaient été soutenus, accompagnés autrement, s'ils avaient pu poser des choix conscients, éclairés, être informés, est-ce que ces bébés seraient là?» Donc ça, c'était vraiment très difficile. C'était vraiment le constat Mmh. que j'ai Sûr. fait pour certains. Et puis aussi de ne pas avoir j'avais l'impression qu'en fait, j'étais juste enfin, ce qu'on voulait de moi, c'était juste la technicienne, le robot, qui, voilà, qui fait des techniques, qui voilà, qui est infirmière en réa. Moi, dès le début de ma carrière en néonate, j'ai alors, ça peut paraître bizarre, mais j'ai adoré la réa. J'adorais être, cette infirmière de réa, poser des gestes techniques et cetera, faire les transferts en ambulance, aller chercher les bébés dans les hôpitaux périphériques, les grands prémas ou les bébés en détresse respi. J'ai été cette infirmière de réa qui vraiment,
un peu shooté à l'adrénaline, là, stress, adrénaline, j'adorais ça. Mais dès le début de ma carrière, je me suis formée au massage bébé, au portage de moi-même, hein, et avec l'envie d'avoir quand même des jours au départ, on me détachait certains jours des soins pour, voilà, transmettre le massage bébé, le portage. J'avais besoin aussi d'amener de la douceur, ouais. Donc j'aimais bien, les soins de réa, mais ça dès le début, je pense, je sais plus après, enfin oui, enfin après les 5 premières années, j'ai eu besoin d'amener tout ça pour, et ça me pa et de du coup, j'avais un équilibre, quoi. J'aimais bien d'aller au middle care, transmettre le massage, le portage et puis de temps en temps, certains jours, d'être en réa. Et la dernière année, de vie professionnelle à l'hôpital, je n'étais qu'en réa tout le temps. Réa, 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 réa. On mettait aussi beaucoup les écolages, les stagiaires et cetera. Ce que j'adorais, j'adore la transmission, j'adore toujours. Mais là, sauf que quand j'étais pas bien, voilà, des fois, il me fallait déjà bien tout, moi, pour, bah, faire tout ce que j'avais à faire et être là. Mmh. Et donc ça, c'était une charge supplémentaire et donc à ce moment-là, j'avais même demandé à ma chef, «Arrête de mettre les écolages, les stagiaires pour le moment parce que c'est difficile pour moi». Et ça n'a pas été entendu, quoi. À ce moment-là, ma chef n'a pas pu, elle m'a dit: «Oui, mais tu gentil et puis on a besoin» et puis voilà et donc je me suis dit: «Tu vu, je suis gentille» et voilà et là, en fait, quoi? Il faut que je hurle, en fait, sur tout le monde pour que, du coup, on me respecte et donc après, j'ai fait le constat, je me suis dit: «Mais en fait, si tu en arrives, du coup, à tirer tellement sur la corde que tu vas faire une erreur professionnelle, Mmh. qui te remerciera, en fait, Personne, ça c'est d'avoir tiré, comme ça sur, c'est clair. voilà et donc c'est pour ça que alors, enfin, c'est mon médecin quand même qui a dû me dire: «Bon là, madame Grégoire, en tout cas, je vous arrête 2 mois, Mmh. hem, parce que, je sais que si je vous laisse aller plus loin», ça, j'ai vraiment eu cette chance d'avoir une médecin, je sais pas si elle était formée au burn-out, mais en tout cas très, très attentive à ça et elle m'a vraiment dit: «Je vous arrête maintenant parce que je sais que si je vous laisse aller plus loin, bah, vous allez, tomber en épuisement et vous allez en avoir pour des années, il faut vraiment remettre». Oui, Tout à fait. mais donc voilà. C'est pas facile d'entendre, Non. ça c'est sûr. Vous y avoir vécu aussi, quand on est confronté à ça, on n'a pas envie d'y croire, on a envie de croire qu'on peut encore donner certaines choses et heureusement justement que ces professionnels sont là pour Ouais. nous dire nous montrer en fait l'étape d'après Mmh. et que l'étape d'après en fait, elle va être tellement compliquée pour, se remettre. Parce que moi ça a été, oui, parce que moi je m'occupais de salons professionnels à l'époque et elle m'a dit, je dis: «Je peux pas arrêter maintenant parce que j'ai 2 salons, le mois prochain». Et elle m'a dit: «Bah, allez faire vos salons et quand vous reviendrez de vos salons, bah, je vous hospitaliserai. On fait ça?» Et donc j'ai dit: «Bon, je vais peut-être m'arrêter maintenant alors finalement», mais si ça a été très dur, mais donc merci à ces personnes de nous avoir aussi, sensibilisés et mis face quand même à ce qui pourrait encore être pire parce que finalement quand tu arrives toujours à te lever, tu vois? Moi je voyais ça, j'arrive à me lever, m'habiller, maquiller et aller bosser donc il y a encore de la marge. Mais j'ai eu une de mes sœurs au téléphone qui m'a dit: «Mais Marie», parce que comme c'était moi, c'était beaucoup des maux de tête, Mmh. hein, et je savais, hein, que si j'allais à l'hôpital enfin, quand j'allais travailler à l'hôpital, après j'en avais pour 48 heures de maux de tête, pas possible. Mais je me disais tout le temps: «Mais en plus, mais je suis à mi-temps». Je me disais: «Mais Marie, tu es à mi-temps, c'est pas possible. Comment elles font celles qui sont à 4/5, celles qui sont à temps plein?» Et donc en plus, moi, quand j'arrivais et à la répartition, tu sais, on se répartit les patients un peu en fonction de la gravité ou de voilà et du coup, en plus, comme je me disais toujours: «Toi, tu es à mi-temps, donc du coup, il faut que tu soulages tes collègues et que tu me prennes les maloricains» et donc je prenais tout le temps et puis aussi pour quand même garder cette habitude parce qu'à mi-temps, quand même, quand on travaille un peu moins, il y a un peu des automatismes et tout ça qu'on perd, de ne plus Être dedans tout le être temps. dedans tout le temps et donc pour rester dedans tout le temps, bah, c'était, aussi c'est vrai que moi aussi je recherchais, quand même, à prendre les cas les plus lourds pour soulager mes collègues et pour rester, cette infirmière compétente, parce que ça je voilà, je ne voulais pas perdre, en compétences. Mais ma sœur m'avait dit une fois: «Mais Marie, là, c'est parce que tu as mal à la tête, mais tu as la jambe cassée». Bah, demain, voilà, tu vas pas travailler. Bah, là, c'est ta tête qui est cassée, donc tes bras, tes mains, tes jambes fonctionnent et encore, ça commence. Et encore, ouais, oui, voilà. Mais voilà et là, c'est vrai que je me suis rendu compte
Et après, assez rapidement aussi, après mon arrêt de travail, j'ai une collègue qui m'a envoyé un petit message et qui m'a dit, «Et débarrasse-toi de cette culpabilité». Et ça, Mmh. maman, ça m'a fait du bien parce que vraiment j'étais en plein les premiers jours, d'arrêt de travail, j'étais en plein dans la culpabilité. En plus, c'était les inondations. Mmh. Il y avait des gens et dont des collègues qui avaient perdu leur maison et cetera et donc moi, mon médecin l'a arrêté, en fait, c'était le samedi, enfin, c'était vraiment les inondations et donc je suis vraiment arrivée en plus en surplus de voilà et ça m'a fait du bien et c'est vrai qu'après je me suis dit: «Mais toi, tu te dis: "Oui, telle et telle, elle fait à mi-temps, à 4/5e", mais en fait, personne n'a la même vie, enfin, et voilà et donc faut arrêter Mmh. de se comparer et plutôt, voilà, s'écouter soi et regarder enfin, en tout cas là, écouter des signes du corps qui étaient, et C'est aussi, pas ouais, par contre, ce qui était c'est que je savais quand même quelques mois avant qu'il fallait que j'allais quitter. Je savais qu'il fallait que là, j'arrivais à la fin de ce travail, et donc je savais quand même quand la médecin m'a arrêtée, ça faisait quelques mois quand même que, je réfléchissais déjà à un après, mais ça a quand même été vertigineux parce que si je peux plus être infirmière pédiatrique en réa néonate, alors qu'en fait, c'est le métier que je voulais faire depuis que j'avais 12 ans. Je me suis construite toute ça, en jeune fait. femme Mmh. retour de Marie, infirmière pédiatrique en réa néonate. Waouh, oui, c'était très très ciblé, très spécifique. Oui. Et donc quand il y a eu vraiment cet arrêt de travail et cetera, là, je me souviens que c'était, «Mais alors, qui suis-je? Qu'est-ce que je vais faire, quoi?» Mmh. Et ça a été vraiment, très, oui, mon homme, il me voyait, enfin, je faisais des crises d'anxiété, je pleurais, On se définit tellement autour du travail parce que je me souviens les premières semaines, voire les premiers mois de mon arrêt, où je croisais des gens. En plus, moi, j'étais, tu sais, dans une fonction où je voyageais beaucoup à l'international, donc de loin, ça fait bien. «Oh, la nana qui voyage, qui rencontre plein de gens et tout ça, c'est chouette». Sur papier, ça l'est, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est épuisant. Et je me souviens d'avoir croisé, un très bon ami, mais d'une autre vie, je vais dire ça comme ça, et qui m'a dit: «Ah tiens, et comment ça va le boulot, hein? Parce que j'ai croisé tes parents, c'est super ce que tu fais». Et j'étais tétanisée, je n'ai même pas réussi à lui répondre, j'ai juste fait: «Mmh, et toi?» Et donc on a switché sur lui et donc ça a été. Et j'en ai parlé à ma psy parce que moi aussi j'ai fait, une thérapie, pendant très longtemps aussi avec, quelqu'un, et j'ai beaucoup travaillé mon rapport au travail justement. Et je lui ai dit: «Mais c'est fou en fait, parce que j'ai l'impression que je n'existe plus, parce que je n'ai plus de travail». Et elle m'a dit: «Oui, parce que la société en fait nous fait nous créer notre identité autour de notre travail alors qu'on est tellement plus que ça». Mmh. Je suis Sophie, je suis une femme, je suis une maman, j'ai plein d'activités à côté. Il y a pas que le travail, mais on se définit tellement autour de notre Mmh. travail quand effectivement il y a plus pendant un certain temps de travail, mais on a l'impression qu'on n'existe plus. Mmh. Donc et il y a beaucoup de mamans qui ont ça aussi, à leur retour du fait qu'elles se sont en fait un peu, tu vois, dans cette bulle justement pendant leur, congé maternité ou congé parental. Elles ont tellement l'impression qu'elles n'ont plus existé aux yeux de la société, et la société ne les fait pas exister, hein, Non. qu'elle on ne leur donne pas de place. Bah, du coup, quand elles reprennent le travail, il y a aussi cette dimension de: «Je vais montrer que je suis là, que je suis toujours là et que je vaux tellement encore la peine», qu'elles repartent dans une course infernale. Et Mmh. même si elles sont encore épuisées de leur, congé, ou elles ne dorment toujours pas, ou elles se sont Mmh. paralysées de leur accouchement, ou ceci ou cela. À me prouver que rien n'a changé, que rien n'a changé. Exactement. Et donc elles partent justement dans des bazars de surinvestissement professionnel pour montrer au monde avant tout: «Je suis toujours là, ne m'oubliez pas et je vaux toujours quelque chose, quoi». Bon, et donc moi, c'est énormément ce que je fais en coaching justement pour dire: «Oh là, on se calme et on existe aussi autour d'autre chose et on va pas s'épuiser et se cramer non plus en 3 mois», mais ouais, clairement, on se construit tellement autour de ça, Mmh. alors qu'on est tellement autre chose que juste notre travail, quoi. Pour clôturer la partie autour de ton expérience, professionnelle, si tu veux bien, qu'est-ce que toi, tu en retires principalement justement de ce, on va dire, de ce constat, de tout ce que tu as vécu? Si tu devais tirer une leçon, te dire: «Bah, voilà, du coup, c'est presque 15 ans que tu as passé quand même, Ouais. ouais, et puis avec ce changement, cet arrêt qui est pas facile. Si tu devais retenir, la plus grosse leçon, parce que moi je dis toujours que de toute expérience, de toute façon, on apprend quelque chose.
Est-ce que tu saurais nous dire, nous partager ce que c'est pour toi le plus grand enseignement de tout ça? Écouter mon corps, parce que je dis souvent aussi que, quand j'étais, cette infirmière-là en réa, j'étais une tête sur un corps, en fait. Il fallait que ça fonctionne, tu vois? Il fallait que je sois performante, que voilà et que j'enchaîne les pauses et voilà et toujours, au taquet et à 100. Et puis, ben, voilà, mon corps, m'a montré, que, voilà, donc mais à contrario, justement, quand j'ai touché le fond, ben en fait, j'ai entouré ce corps d'amour. Plutôt que de me dire: «Mais tu vraiment inutile» et tout ça. En fait, je me suis rendu compte, mais en fait, j'étais abandonnée pendant si longtemps. Je t'ai demandé, tellement que là, du coup, tu n'en peux plus. Mais justement, j'ai voulu tout de suite, allez, réparer ça, lui dire, «Voilà, là, je t'entends». Donc être à l'écoute, bah, de son corps et oser exprimer ses besoins. Dans la psychothérapie, c'était, bah, parce que je disais: «Bah, oui, mais j'ai des collègues, elles arrivaient toujours à aller manger et voilà et à refiler leurs tâches aux autres et moi, j'étais celle qui récupérait les tâches». Bon, j'avais quand même mangé et cetera aussi, j'avais peut-être cette difficulté-là par rapport aux autres pour peut-être survivre dans cet environnement-là. Ce qui m'a manqué, en tout cas, c'est d'oser exprimer mes besoins et de les faire passer, voilà. C'est un peu aussi le truc du sauveteur, enfin, si le sauveteur, il ne prend pas soin de sa sécurité et qu'il plonge, à la nage, sauver quelqu'un qui se noie, bah, il va pas pouvoir le sauver s'il se met en danger lui-même et s'il s'est mis en danger lui-même. Mais c'est un peu ça aussi, moi, mon constat, c'est que je me suis trop oubliée, j'ai trop oublié mes besoins, physiologiques et aussi de trouver comment les exprimer et comment, heu, voilà et que peut-être que si j'avais su ça, comment exprimer ses besoins et les faire respecter, bah, j'aurais peut-être pu, durer plus longtemps. Bon après je ne suis pas mécontente d'avoir changé de vie, j'avais autre chose à vivre, mais voilà, tu penses que, voilà, tout le monde n'est pas obligé de changer de vie. Non, on est bien d'accord. Et donc si on veut continuer de prendre du plaisir et ne pas tomber en burn-out, bah, c'est voilà, d'être à l'écoute, de son corps, de ses ressentis et oser exprimer ses besoins et s'envoyer plein d'amour et plein de douceur aussi. Arrêter d'être ces femmes toujours qui ont besoin de prouver, comme tu viens de me dire, pour, ouais. On peut être tellement horrible avec nous-mêmes, hein, ces petits Oui. coins intérieurs comme on se parle, mais on parlerait jamais aux personnes qu'on aime de cette façon. Oui. Et donc ça aussi, c'est quelque chose que je partage beaucoup, aux femmes que j'accompagne, mais de dire: «Est-ce que vous parleriez comme ça à quelqu'un de vous aimer si fort?» alors que la personne avec qui vous allez toute votre vie, bah, c'est vous-même. Donc c'est magnifique ce message par rapport Ouais. à l'amour et la douceur, parce que tu parlais aussi beaucoup de douceur qu'on peut se donner et par rapport aux besoins, ça c'est aussi beaucoup quelque chose que Ouais. je travaille, c'est qu'on a l'impression que les gens qui nous connaissent, que ce soit nos conjoints ou nos proches ou même nos collègues et puis on l'a partagé beaucoup, c'est, «Ah mais elle sait, elle me connaît», puis non, personne n'est dans ta tête, dans ton corps, dans ton cœur et ne peut savoir à ta place ce dont tu as besoin. Mais du coup, c'est faire un travail sur soi-même que peu de gens ont envie de faire, c'est de se poser du coup la question: «Mais en fait, de quoi j'ai besoin?» et ça, moi, encore, je pose la question en coaching de dire: «Mais en fait, de quoi est-ce que vous auriez besoin là?» Vide. Même les gens ne savent pas et donc c'est un travail aussi en amont à faire soi-même, de se dire: «Bah, de quoi j'ai vraiment besoin?» avant de pouvoir l'exprimer. Donc c'est un même message aussi aujourd'hui, c'est de se dire, avant de pouvoir les exprimer, faites un travail sur vous-même, de savoir de quoi vous avez besoin et arrêtez de penser que les autres savent parce qu'ils vous connaissent. Non. Parce que même vous, quand je vous pose la question, vous savez pas me répondre donc Ouais. vos même si les autres personnes, elles vous aiment très fort, personne n'est dans votre tête, dans votre cœur, dans votre os, quoi. Donc c'est important. Ouais. Et oui, moi, ce qui me manquait, c'était l'espace du temps et ça, je trouve, enfin, c'est de continuer de nommer ça, de nommer, ce dont on aurait besoin pour que ce système, fonctionne mieux et pour que voilà, parce que la durée moyenne d'une carrière d'infirmière, je crois que c'est 5 ans, donc je pense qu'il y a des questions à se poser, là au-dessus, quoi, parce qu'il y a pas encore plein de gens qui ont 5 ans. Donc moi, j'ai fait 3 carrières moyennes, donc finalement, Oui, les c'est autres me ça. lâchent la cape, hein. Par rapport à ça, je me dis: «Je ça va, j'ai quand même fait le job». Ah mais c'est impressionné parce que moi, oui, quand tu côtoie beaucoup de monde hospitalier, Ouais. avec l'accompagnement de mon fils, par rapport à sa maladie et tout ça, on rencontre mais que des femmes incroyables, mais qui sont là aussi depuis, énormément de temps et d'ailleurs qu'on voit du coup,
régulièrement, même si c'est des infirmières pour moi une fois par an, je suis toujours touchée, elles se souviennent de Mmh. lui, elles prennent des nouvelles et tout ça, mais ce sont des femmes qui sont là depuis Mais oui, longtemps. et beh, c'est vrai que moi, dans les plus anciennes, il y a des infirmières qui ont fait toute une carrière, quoi. Et donc moi, c'est ça, j'imaginais, faire toute ma carrière en néonate, sans voilà. Mais je crois quand même, l'année où je suis partie, il y a eu énormément de départs et cetera, et je pense que les conditions quand même ne s'améliorent pas, et que parfois justement les soignants, bah, ils portent énormément, Ouais. et il y a un moment où, ou alors soit tu arrives à couper et à rester, peut-être très distancié. Moi, j'en ai connu très peu, hein, des infirmières qui arrivent à mettre la distance. Ouais, se reconnaître, elle veut aussi, mais je pense C'est humain, justement, à ce côté médical. je pense qu'il y en a énormément, enfin, qui sont en burn-out et Oui. qui tire sur le carreau. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. On pourrait faire un podcast entier Oui, là-dessus, oui. et on pense à elle et on embrasse Oui, et à fond des gros bisous et merci vraiment ouais, ouais. à toutes ces personnes qui sont là, pour nous-mêmes, pour nos Ouais, ouais. enfants, pour les familles, merci, merci, merci. Je te propose maintenant qu'on passe justement à, ce que tu vois toi dans ton métier de doula aujourd'hui, ce comme tu nous as expliqué le soutien que tu apportes aux femmes aujourd'hui à différentes étapes de leur vie. J'imagine que tu entends et on en a déjà, pas mal échangé sur le sujet, beaucoup de choses autour du rapport au travail de la femme, que ce soit au moment de la grossesse aussi déjà. Mon Mmh. Dieu, qu'est-ce Oui. qu'on pousse Mmh. encore, hein? Oui. Peut-être tu pourrais déjà nous Oui. partager par rapport à ça, le rapport au travail, quand on est enceinte. Mmh. Mmh. Voilà, bah, donc moi, de mon expérience personnelle, comme je disais, hein, j'ai vécu l'expérience d'être écartée les 2 fois, et pourtant de faire le constat, par exemple, pour la deuxième grossesse, que Beau challenge, ouais. c'est quand même, challengeant. Mais du coup, ouais, quand on doit concilier grossesse et travail, alors on entend souvent, «La grossesse n'est pas une maladie». Oui, c'est vrai, mais c'est quand même, enfin, en tout cas, moi, je trouve que beaucoup de femmes, acceptaient de ralentir, ou quand le médecin même dit, «Là, il faudrait mettre le holà», enfin, c'est souvent très, très, très difficile, pour elles d'accepter. Hem Et aussi, bah, enfin, quand on est enceinte, bah, on a un peu moins d'énergie et cetera. Les premiers mois déjà, c'est Même si on peut voir rien compliqué. de l'extérieur, oui, c'est pas qu'il y a déjà tellement de Il choses. y a quand même encore parfois ce tabou des 3 premiers mois qu'il faudrait qu'on Oui. lève un peu, parce que ça ça surajoute, bien sûr, à l'inconfort. Mais c'est voilà, quand elles sont assises souvent dans le canapé, et elle leur dit: «Oui, je ne sais plus faire ça, je ne sais plus faire ça». Et je dis: «Mais tu sais que là, tu es en train de concevoir un être vivant». Et je trouve que oui, on a peu conscience de ça, et donc beaucoup de mal à accepter, soit de ralentir, soit, carrément parfois d'être écarté. Et comme je te le disais, quand je travaillais en réa néonat pendant le covid, le service de réa, heu, était, quasi vide. Enfin, en tout cas, on avait beaucoup moins de prématurés. Je me souviens qu'il y avait beaucoup eu d'articles, de différents pays. Enfin, tout le monde a fait ce constat quand même, que quand, tout le monde était au ralenti, il y avait quand même moins de préma. Mais une fois que la vie a repris, tout le monde a de nouveau oublié. Or, bah, voilà, le stress, ça aussi, y jeune des effets délétères sur la santé du bébé, à venir, Mmh. autre que la prématurité. Mmh. Et voilà, moi je rêve d'une société où on prend quand même conscience que oui, la femme enceinte n'est pas malade, mais bon, tu as quand même le mommy brain aussi. Moi, je suis pas dans les personnes que j'accompagne, il y a différents métiers, une comptable et cetera. Elle me dit: «Mais oh là là, mais j'y arrive plus, quoi». On me demande de vérifier des trucs, et c'est ça, on a aussi des modifications, cérébrales, enfin, qui font que certaines tâches qu'on faisait, avant, bah, sont rendues plus difficiles. Et voilà, si on pouvait aménager, alors je me suis occupée d'une dame qui est belge, mais qui vit et travaille en Norvège. Mmh. Ah ouais, là, on a aussi des choses à apprendre, hein. Oui, partage, c'était incroyable quand j'ai entendu Eux, parler de ils ça, le ont sujet. carrément, alors j'ai oublié vraiment, ce qu'il en était, mais pendant la grossesse, il y a du temps pour, voilà, prendre soin de toi, aller faire du yoga, du massage, et du temps pour t'informer aussi. Mmh.
Donc tu ne dois pas le demander, c'est comme ça. Tu es enceinte, bah, du coup, tu as ces aménagements, et ça vaut aussi après en postpartum, quoi. Donc c'est possible. Tout à fait. Les pays nordiques sont très inspirants pour ça et je trouve qu'ils ont tout compris. Mmh. Parce que, bah, de permettre d'aménager, de diminuer la charge en heures, en travail ou peut-être, les tâches aussi qui pourraient être, Mmh. mieux réorganisées, ça permettrait quand même que ça soit plus serein. Oui, tout à fait. Mais je pense que déjà la manière dont est accueillie la nouvelle lors de l'annonce d'une grossesse va Oui, énormément jouer aussi. sur comment la femme va se positionner par rapport à son travail. Expérience personnelle, ça a été tellement mal accueilli le fait que j'étais enceinte et soi-disant que j'allais laisser tomber alors que j'étais promis un avenir, tu vois, au niveau direction commerciale, blablabla. Et qu'en fait, j'avais juste le droit de fonder ma famille si j'avais envie. Même comme j'avais déjà 4 beaux enfants, on pensait aussi que, bah, Sophie, elle va pas nous faire d'enfants et c'est peut-être pas un sujet que j'amenais spécialement sur la table. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'étonnement de se dire que j'allais avoir aussi, moi, mon propre enfant, alors que c'était mon droit quand même. Et donc moi aussi, j'ai beaucoup poussé à l'époque de: «Ah bah oui, on n'est pas malade, hein, on est juste enceinte». Et ce fait que, bah, comme il y a pas beaucoup la place pour ça et que tu dois continuer à faire comme si de rien n'était parce que déjà que tu vas oser t'absenter, hein, 3 mois, enfin moi c'était 4, c'était prévu que je prenne tous mes congés payés, derrière mon congé, maternité parce qu'il y avait pas de place en crèche, avant, cette date-là. On y reviendra plus tard. Mais, donc du coup, je pense qu'il y a un peu cette problématique-là, c'est qu'il y a tellement pas de place de manière positive, en tout cas pour les grossesses, les naissances à venir et tout ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui essaient d'effacer, en fait, Ouais. pour montrer jusqu'à ce que rien n'a changé, rien n'a changé. Bah, vous inquiétez pas, je vais juste m'absenter, hein. Mais voilà, donc je vais donner jusqu'au bout comme je peux, le max que je peux parce que, il y a pas la place pour ça et je dois continuer à performer, comme les autres, quoi. Mmh. Déjà, j'avais encore ce débat hier, à un événement, pour les femmes justement au travail et de se dire qu'on doit déjà performer souvent 2 fois à 3 fois plus qu'un homme pour pouvoir justifier sa place dans certaines entreprises. Alors en plus, si tu attends un enfant, là, je te raconte même pas, quoi. Vu que tu vas abandonner la vie, pendant quelques mois, mon Dieu, tu dois compenser ça, quoi. Ouais. Ouais. Mais et même quand on est en arrêt, hein, enfin, moi ça d'être, écartée, bah, c'est ça, bah, tu vois, à quoi je sers? Je ne rien, Ouais. enfin je et alors, ben, tu te dis: «Il faut que ma maison blinde» parce que besoin de compenser, si j'ai eu un avantage, bah, du coup, il faut quand même que voilà, je peux pas, je prenais quand même du temps. Ah oui, ma première grossesse, en plus, moi j'avais une activité complémentaire de massage et de portage. Mmh. Et donc du coup, ça aussi après coup, si vous pouvez retenir la leçon, On est là pour ça, mamie, qu'on partage. ah ben, je me suis dit: «Voilà, comme je suis écartée, j'avais l'autorisation de la mutuelle de continuer mon Ah oui. activité de massage et de bébé et de portage, parce que c'était une activité antérieure à ma grossesse». Enfin voilà. Mmh. Et donc du coup, je vendais à l'époque aussi des moyens de portage, tu vois? Pour, voilà. Du coup, je m'étais dit: «Eh bah, je vais faire des heures d'ouverture». Donc, j'avais un petit local là, chez mes parents et donc je m'astreignais à aller, je ne sais plus les jours que j'avais définis, de telle heure à telle heure pour vendre des écharpes. Mais ça à part m'embêter, en fait, Ça, comme ça, déjà, à oui. m'imposer de Ouais. développer cette activité parce que j'avais dans l'idée, je m'étais dit: «Comme ça après, je développe et puis quand je retourne au travail, bah, je pourrais faire mi-temps, à l'hôpital et mi-temps mon activité complémentaire». Et donc j'ai passé tout mon écartement à essayer de développer mon activité plutôt que de kiffer juste, d'être écarté, quoi. Toujours le faire, 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 faire et même moi, enfin, tu vois, maintenant je dis aux femmes: «Mais tu sais, la grossesse, c'est beaucoup de lettres, qu'enfin voilà». Mais moi-même, je n'ai pas écouté Mmh. ce que maintenant je me rends compte. Et après quand ma deuxième grossesse, comme je te disais, là, ça a été beaucoup plus compliqué parce que j'avais mon aîné, il y a déjà il avait 2 ans. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que j'ai été bête de ne pas profiter pleinement au moins de cette première grossesse, Mmh. à vraiment pouvoir vivre, voilà». Et donc même q ou même si on n'est pas écarté, les femmes qui sont en arrêt, enfin oui, je vois vraiment la difficulté pour elles du coup, de se dire: «Bah, là, je dois rester couchée, je peux pas»,
et du coup, oui, C'est très difficile. c'est Alors très qu'il y en a qui difficile. laissent coucher avec leur PC et donc Oui, ils c'est ça. continuent à bosser. Et tu Oui, vois, il y en a même qui oui, sont à l'hôpital et qui bossent, quoi. ouais. Mmh. Ou alors moi, j'ai aussi d'autres personnes qui ont, eu cette culpabilité renforcée par le fait qu'on les écartait de certains projets parce que les projets allaient, entre guillemets, «fleurir» ou être plus importants dans l'évolution du projet pendant leur congé mat et donc du coup, bah, on va pas te mettre là-dessus maintenant parce que de toute façon tu seras pas là. Bon et donc de nouveau renforcer cette culpabilité, de se dire alors qu'elles avaient envie de participer et donc de nouveau cette, société, ce monde de l'entreprise ou du travail qui donne pas cette place à se dire: «OK, je vais pas être là 3 4 mois mais Mmh. ça va pas changer la vie de Ouais. l'entreprise ou du travail de pas être là 3 4 mois donc intégrons ça et ce sera que bénef pour tout le monde en fait». Mais c'est pas du tout encore, le cas, hein. Oui, et puis ce que j'entends aussi, c'est comme les anciennes générations, enfin Mmh. avant nous, bah, on a fait comme ça, et alors c'est quoi cette intrigante là qui est mise au repos, enfin elles font du chichi, nous on s'en est bien tirés. Enfin, cassons Ah oui. ce mythe de, enfin cette, Avant, il y avait le cette concours aussi. survalorisation de l'épuisement, quoi. Ouais et moi, il y avait un concours dans les anciennes générations, je le vois, c'est que quand tu as une femme enceinte au travail et que, bah, elle part de ou elle annonce ou quoi que ce soit, une des choses qui ressort fort justement de ces, personnes d'autres générations qui ont eu leurs enfants, c'est: «Moi, j'ai travaillé jusqu'au dernier jour» ou «Moi, j'ai travaillé na et je n'ai accouché que le lendemain» ou c'était Oui, oui, montré oui. qu'on a Ça, été oui. jusqu'au bout et donc de nouveau cette pression mise en fait aux personnes aujourd'hui qui sont enceintes, de se dire: Mmh. «Ah mais merde, moi j'ai intérêt à assurer aussi parce que toutes, elles ont été jusqu'au bout». Donc de nouveau, s'il y a écartement, s'il y a, Oui, des puis mauvaises secours, congé quand tu es qu'à 38 semaines et que sinon tu perds, oui, ça aussi, oui, c'est ouais, super précieux, quoi. ouais, tout à fait. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont là, de manière, inconsciente aussi, sociétale, systémique, mais c'est pour ça aussi qu'on fait ces épisodes de podcast pour montrer que, Mmh. voilà, on peut aussi faire autrement et que tout ça vient d'injonctions qui sont pas toujours, comprises au départ, mais tellement vécues, suivies et donc du coup, on fait des choix en fonction de ça. Ce qui est dommage parce que du coup, on vit pas, ces grossesses, comme on voudrait, comme on pourrait, Non, puis ça a un impact sur les accouchements, hein. oui, bien sûr. Parce que, enfin, on voit la différence entre, une femme qui a pu, un peu se poser, aller, moi je trouve que 38 semaines, c'est beaucoup trop tard. Parce que j'ai une de mes sœurs, elle a fait l'expérience, elle a travaillé jusqu'à 38 semaines, je pense, et elle a accouché le lendemain. Elle était à peine, elle avait à peine commencé à faire ses machines et commencé à se dire: «Allez, voilà, maintenant, je prépare les dernières, pour pouvoir, accueillir mon petit bonhomme», bah, pouf, il est arrivé au tout début. Donc quand tu es arrêtée à 38, bah oui, mais si tu accouches à, ou alors il y en a qui accouchent à 37, C'est ça. et alors du coup, elles n'ont même pas ce temps de repos. Or, bah, l'accouchement, c'est quand même une expérience, énergivore qui demande, quand même, enfin, si tu es reposée, que tu as pu, parce qu'en plus reposer, bon, tout est relatif, hein. Quand tu es en fin de grossesse, tes nuits, Tu t'es c'est quand reposée, même un ouais. peu, voilà, hein, embarrassé, tu ne dors quand même pas comme avant. Donc si tu as pas eu en plus cette possibilité-là, bah, peut-être par contre de faire une petite sieste en journée, ou voilà, ça fait des accouchements plus difficiles, plus longs et plus compliqués que si tu as une femme qui a pu être, reposée, comme on le peut, qui a pu, voilà, se mettre en mouvement doux, qui a terminé, ce qu'elle souhaitait pour accueillir son bébé, et qui a eu l'occasion d'attendre, du coup, qu'il arrive. Parce que parfois, alors, du coup, il y a des bébés peut-être qui viennent plus tard aussi, mais parce que il y a avant ça, il y a pas eu l'espace, quoi. Puis alors après, tu arrives vite à 40, 41, et là, tu as la menace du déclenchement, sur la tête à gérer en plus, alors que tu viens en fait seulement de S'arrêter, quoi. pouvoir un peu te poser. Heu, c'est mon cas aussi, mais c'est vraiment ça, comme tu dis, il y avait pas d'espace de toute façon pour s'arrêter avant. On t'a pas donné l'espace et tu ne sais pas du coup autoriser cet espace. Donc du coup, ben, bébé, il prend un peu plus son temps parce que Oui, après il aurait peut-être même pris, enfin, oui, tu es oui, aussi oui, entre 37 oui. et 42, Ouais, ouais. mais c'est vrai quand même que ça aussi, puis après on se dit: «Ah oui, bah oui, mais c'est toi qui le retiens», ou «Il ne veut pas». Mais c'est juste que, enfin, en fait, avant, c'est ça, il y a, bah, ils ont pris de, et c'est normal du coup que ça soit aussi très ambivalent. On a envie qu'ils viennent parce qu'il y a cette pression, mais en même temps, prendre un peu le temps de
de se poser dans tout ça. son Pour la suite de l'aventure, la suite de l'aventure. c'est clair, oui et ne serait-ce que ne pas arriver complètement épuisé à ton accouchement, ça Tu le vois beaucoup ça? oui, enfin, je vois beaucoup la différence. En Mmh. tout cas, moi, quand je suis en veille, pour une naissance, parce que donc en tant que doula, quand je vais être présente à la naissance, je suis en veille de la 37e semaine à la 42e. Donc Hem, c'est appelable à tout moment à plage à tout moment, moi tant que je la maman commence ouais, son travail. ouais, j'organise toute ma vie professionnelle Mmh. Encore les horaires. et personnelle. Ah ouais, alors là, c'est les horaires, c'est voilà, on se met au diapason du bébé, hein, pas de maman. Mais je les a tout souvent, oui, c'est des choses dont je parle. Je dis: «Voilà, prends le temps de te poser. Il faut que tu sécrètes de ocytocine. Le dernier trimestre, en fait, justement, on devrait, voilà, prendre du temps pour, recevoir des massages, être peace, cool, la naissance, ça se prépare avant le jour J, hein Mmh. et donc une femme qui a baigné dans son ocytocine, qui est prête, qui est entourée, qui peut prendre le temps de prendre soin d'elle, de faire des petits restos, enfin voilà, parfois quand c'est un aîné, je dis: «Allez, faites des petites choses en couple», c'est les voilà, pour un peu naviguer cette attente aussi, mais voilà et pas, il y a aussi ce truc-là: «Ah oui, si tu vas recoucher, nettoie toutes tes vitres et tout le bazar et Et tout pas le tant, vas-y, épuise-toi bien, comme ça après bébé va venir». Alors non, moi j'ai dit: «Non». Alors tu peux aller marcher, prendre l'air et cetera, mais non, tes vitres, soit quelqu'un les vient les nettoyer pour toi, soit, elles ont été nettoyées avant et là tu cool, mais non, non, ça et ça change les choses. Mmh. Oui. Que si tu as une mère qui est complètement épuisée, fatalement son accouchement va être long et difficile. Ouais, ça va y contribuer en fait. Ah oui, oui, Mmh. oui. Non, c'est sûr, c'est sûr. Donc un message pour les femmes enceintes au début serait? Ah bah d'être à l'écoute de leur corps, de leurs sensations, de leur bébé et ouais, se prendre le temps de vivre en conscience et se dire que, ouais, on est en train de concevoir un être vivant, heu, donc du coup ça prend un espace et en tout cas s'autoriser vraiment à Mmh. ouais. Ouais. À vivre les choses en conscience, à essayer de manifester ses besoins, d'aménager, de Ça va être tellement important pour la suite de toute façon, que ce soit en postpartum dans les premiers mois avec son enfant, que ce soit à la reprise du travail et pour la suite, pour justement l'aménagement du temps, on va y revenir juste après. Donc c'est vraiment important dès ces temps de grossesse et de fin de grossesse de pouvoir commencer tout ça. Parce qu'en fait, c'est des choses ce serait super qu'on puisse faire tout au long de notre vie par la suite, quoi. Arrêtons de nous prendre des murs pour commencer à en tirer les leçons, quoi. oui, puis la grossesse, c'est initiatique et c'est aussi apprendre son corps parce que par contre, on se dit: «Ah voilà, faut que je fasse ça, 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 ça et ça» et on pense beaucoup la chambre et la liste de matériel et tout ça. Mais c'est aussi justement, toutes ces sensations et tout ça, elles sont initiatiques aussi pour le jour J de l'accouchement, pour le repos. Après aussi, si on s'est pas autorisé à se reposer avant, bah, Ça aura un impact, c'est ça sûr. aura un impact. Après, on arrive avec des batteries beaucoup plus déchargées parce que j'ai parlé de la naissance, mais il y a le postpartum après qui est encore, souvent on se prépare beaucoup pour la naissance et on pense que la frette. Mais se reposer en tout cas comme on peut, durant la grossesse ou en tout cas en fin de grossesse, ça aussi, ça va avoir un impact sur comment tu vas vivre, ton postpartum, la dépression postnatale et cetera. Tout ça est interrelié et pour la naissance, bah, pouvoir déjà être à l'écoute de son corps pendant sa grossesse, de se dire: «Ah bah tiens, quand on est des petites mises sous tension ou des choses, bah tiens, qu'est-ce qui» voilà. Commence à expérimenter son corps puisque beaucoup de femmes, enfin, c'est comme moi, on mettait des têtes sur des corps, on se passait pas trop ce qui se passera en dessous. Faut que ça fonctionne. Ah, il y a un lien entre les 2 ou il y a quelque chose de Voilà, se dire quand on a des petits mots, ouais. des mots de grossesse, qu'est-ce que ça vient dire? Mmh. Qu'est-ce que ça invite à On n'a pas toujours envie d'enlever les cordées, hein, voilà. non, voilà. Bah, non, parce que c'est du coup, faut performer jusqu'au bout et tout ça, donc Tellement. voilà. Mmh. Et moi, j'ai envie on avait dit qu'on passerait sur le retour au travail, mais il y a ce que tu viens d'exprimer me fait revenir aussi, bah, il y a presque 11 ans maintenant. Quand je suis rentrée à la maison, donc moi, j'étais pas du tout formée à tout ça,
au postpartum à l'époque, au fait, bah, les fameux, 40 jours, on est censé, se reposer, ne pas faire grand chose, mais il y a tellement peu de femmes qui le font de toute façon aujourd'hui, hein, on est bien d'accord. Mais moi, je me souviens que la sage-femme qui est passée me voir après, je sais pas, ça faisait 48 heures que j'étais rentrée à la maison, m'a dit: «Mais après Sophie, vous avez fait combien de machines depuis que vous êtes rentrée?» Et en fait, c'est vrai que j'avais pas arrêté de bouger depuis que j'étais rentrée. Je le fais comme si de rien n'était parce que personne ne m'avait dit que c'était important de rester couché un maximum et cetera. Tout ça, on ne disait pas du tout à l'époque et j'étais de nouveau dans: «Ah, elle dit: «C'est bon, hein, j'ai passé 3 jours à la mat, maintenant, je suis rentrée avec le petit, hop, 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 on y va, quoi». Alors que mon mari est un père très présent, un homme qui fait énormément de choses à la maison et moi, je n'avais ce besoin, faire, parce que vu que j'étais toujours dans cette Prouver pression. que, elle est forte, hein. Ouais, c'est ça, Moi, toi, c'est moi, j'ai accouché les 2 fois sans péri et j'ai honte de le dire maintenant parce que justement, je dis aux femmes, «Alors c'est 5 jours dans ton lit, 5 jours sur ton lit et 5 jours à côté de ton lit». Mais moi, bah, à l'époque, je ne le savais pas oui. et du coup, je limite, le brancardé a dû me dire: «Madame, pour l'assurance, il faut vous coucher dans votre lit». Parce que moi, limite, tu vois, c'était genre, j'étais tellement loin dans la performance et tu vois, moi, j'étais un peu la fille, enfin, ce que homme, sait faire, femme sait faire. Enfin, tu vois, juste, les trucs quand même très physiques, on n'y arrive pas, mais sinon, voilà, c'est ça, constamment prouver, voilà, là, je viens d'accoucher, mais tu vois, je suis même capable de pousser mon pieu, quoi. Mais Pardon, j'en ris avec toi, je me permets, mais je ne ris pas de toi, je ris non, avec je toi, mais comprends. oui, c'est dingue, C'est dingue, ce ouais. conditionnement, oui, c'est fou. Mais on nous attend tellement aussi dans notre rôle de maman dès le début. Bon, c'était pas au point de pousser sur Oui. je veux dire, voilà, on est censé savoir tout faire avec notre bébé, dès les Oui. premières heures, les premiers jours et tout ça. De nouveau, on nous incite quand même à être dans force faire, Oui, oui, mais oui, mais pas dans le fait complètement. de se reposer, quoi. Alors qu'en fait, pour mon périnée, c'était vraiment de la merde, hein. Ouais, Oui, oui, hein, vraiment. on est bien d'accord. Déjà de se lever, trop, dans les heures qui suivent, mais alors, juste après, non, c'était vraiment pas une bonne idée pour mon périnée, quoi. Ouais, non, on est bien d'accord, quoi. Et il y a aussi ce truc, tu sais, les papas qui retournent travailler quand même assez, rapidement. Mmh. La maman reste à la maison et donc tu parlais de ta, maison qui devait blinquer comme tu dis, excusez-nous pour le petit, je crois que c'est les joints, hein, blinquer là, bon. Ta maison qui devait respirer, oh, on peut respirer moi, qui devait être nickel. Je pense que là, ce sera plus, Oui. international parce qu'on nous écoute aussi dans d'autres pays que Oui. la Belgique. Hem Il y a aussi le fait, moi j'ai beaucoup de mamans qui me partagent le fait que c'est important pour quand leurs conjoints reviennent, que comme lui travaille et comme elles n'ont quand même que ça à faire d'être avec leur enfant, il faut que le repas soit prêt, il faut que la maison soit nickel, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Et donc je leur dis: «Mais est-ce que vous vous rendez compte en fait de tout ce que vous faites? C'est-à-dire que vous êtes en train d'être présente auprès d'un enfant, d'un bébé qui est complètement dépendant de vous et ça demande tellement d'énergie». Et de temps que en fait, vous en faites enfin, vous êtes tellement aussi au quotidien. Et ça, de nouveau, personne ne leur dit parce que personne ne valorise, en fait, ce temps Mmh. passé auprès de nos tout petits bouts comme ça. Oui. Donc c'est encore cette pression qu'on se met dans ce congé de maternité parce que mon conjoint travaille, donc moi qui fous rien, hein, ça, je suis quand même à la maison avec mon bébé, de nouveau, faut que je prouve et que je fasse, quoi. En Mmh. fait, ça ne s'arrête jamais, Non. ce fait de prouver. La nuit, tu te lèves parce que, bah, oui, il faut bien qu'il dorme parce que demain, bah, Ouais. il va conduire un train, il y a beaucoup de gens à bord, donc il faut qu'il dorme bien, donc c'est moi qui le l'aide. Mmh. Et la problématique, c'est quand on retourne travailler, moi je le vois beaucoup parce que donc, comme beaucoup le savent et pour ceux qui ne le savent pas, moi j'accompagne principalement cette transition de retour au travail et la suite, c'est qu'en fait, on a mis en place une organisation de nuit aussi, comme tu dis, Mmh. et de jour, mais en fait, on la change pas quand les mères retournent travailler. Et donc, en fait, c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui basculent aussi en termes d'équilibre dans le ménage, dans le couple, parce qu'en fait, ce n'est pas, rebalancé à ce moment-là, parce qu'on a pris tellement d'habitude, sauf qu'accessoirement, c'est que, bah, nous, on retourne travailler, bosser, entre guillemets «8 heures», mais que ça n'a pas été rediscuté sur comment on va faire au quotidien pour Mmh. rééquilibrer les choses, quoi. Et Oui. là aussi, c'était un fameux, Mmh. une grosse difficulté aussi, à ce moment-là, je Oui. trouve. Tu le sens aussi, toi, dans les femmes, que tu accompagnes, Ah oui, à ça? oui, bah, déjà aussi,
Alors là, maintenant, le congé de paternité, il est un peu allongé Oui. et quand le papa va retourner au travail, bah, ouais, il y a déjà un premier. Mais alors après, comme tu dis, c'est la femme qui Il compense du coup, hein? compense et puis quand elle retourne, oui, il y a eu toute une organisation qui est compliquée de parce que du coup, le papa qui est parti travailler, bah, il il est pas aussi à l'aise. Enfin, moi, en plus de devoir recommencer faire les pauses, alors ça, mon homme, il a quand même mais du coup qu'à 5 6 mois parce que jusque-là, bah, c'était moins beaucoup qui Mmh. changeaient les enfants, qui leur donnaient à manger et cetera. Puis quand tu recommences à travailler comme un fieutre-niais, alors en plus, on recommence en 14 22 heures donc 1 jour, paf! Allez, tu passes toute ta soirée avec les loulous, hein? Et donc il y en avait 2. Ouais, c'est compliqué, mais du coup, c'est vrai que comme tu dis, c'est moi qui faisais les repas avant et cetera. Maintenant, ils cuisinent, mais c'est depuis le covid. À ce moment-là, ils cuisinaient pas. Donc voilà. Mais oui, non, c'est très compliqué de quand on doit enfin, on est au travail, mais en même temps, pour pouvoir aller travailler, en fait, oui, on doit, tout préparer pour pendant notre absence, pallier à notre absence, oui, ça c'est extrêmement lourd. Moi aussi, je devais, parce que connu comme on n'a pas beaucoup d'entourage qui venait nous aider, Mmh. ce qui était très dur pour lui, c'est quand je faisais les week-ends en 14 22 heures, parce que là, il était globalement, en fait, tout le week-end tout seul avec les 2 petits, Mmh. et du coup, je faisais les nuits. Pour, voilà, du coup, j'allais travailler la nuit, puis je me levais à 13 heures et comme ça, j'étais avec lui. Enfin, c'était atroce. Ça a été une période vraiment, C'était pas le coup, tu te fatigues encore plus. oui et c'est ça, toujours préparer. Enfin, la femme qui va travailler, je trouve, elle est c'est ça, elle doit préparer tout pour pallier pendant ce temps, d'absence Mmh. pour allévier sa coupe. J'avais fait aussi le constat, j'ai fait une formation, ma formation de doula, c'était une formation, c'était, plusieurs heures par semaine en ligne le soir. Mmh mh. Et donc du coup, à ce moment-là, bah, je devais, faire le souper et cetera. Enfin et alors je devais être devant mon PC, je sais plus à 19 heures. Bah, jusqu'à 19 heures. Enfin, j'étais souvent devant le PC à 19 heures moins une quoi. Ça, tu tout préparé en amont? Ouais et une fois je lui ai dit à mon homme, je dis: «Mais tu sais que en fait, si c'était toi qui faisais une formation, toi je suis enfin à 18h30 tu es là devant ton PC à aligner tes bics et tes trucs, tellement ton souper, il aurait été fait, tu vois? Moi, je devais faire le souper, je lançais les bains et tout le bazar et puis c'est ça, j'arrivais, toute 19 oui, je suis là! Je sais pas dans quel état, mais Et je au suis début, là. il était un peu fâché, hein, tu sais? Parce que toutes ces discussions-là, parfois dans les couples, hein, c'est vrai ça, parce qu'il fait beaucoup, il essaie de faire sa part, mais il était un peu fâché puis après c'est vrai, il a compris quand même, ce que je voulais dire, c'était vrai, en fait. Et c'est là qu'il s'est mis à cuisiner du coup? C'était pendant le Covid ça, parce que là, moi, j'ai continué de travailler et lui, il était à l'arrêt Mmh. et donc là, il s'est rendu compte, ce que c'était d'être avec des enfants, toute la journée. Parce Mmh. que jusque-là, enfin lui, quand il voyait que je travaillais pas, pour lui, j'étais en congé Ah bah oui, tout ce travail invisible donc et quand moi, du coup, je suis allée travailler et que lui est resté à la maison avec, nos 2, bah, voilà, là, il s'est un peu rendu compte que, ouais, de tout ce qu'il y avait à faire en de fait. tout ce qu'il y avait à faire. Ouais. Et donc ça a permis une belle évolution. Ouais, mais ça aide tellement parce qu'il y a tellement de parce que comme tu dis, on pallie tellement à nos absences qu'au final, bah, le papa se rend pas toujours compte. Aujourd'hui, moi, j'accompagne pas mal de personnes au Luxembourg et là, au Luxembourg, le papa prend de plus en plus, en fait, un congé parental. Donc, la maman prend son congé de maternité qui est d'environ 4 mois, 6 mois, puis prend souvent un congé parental, donc revient en travail après 1 an. Et c'est là que j'interviens pas mal. Et il y a beaucoup de papas maintenant, quand la maman retourne travailler, eux prennent 6 mois de congé paternité. Mais donc se retrouvent, pas congé parental, mais se retrouvent du coup 8 heures à 10 heures par jour, seuls avec leur enfant et donc comprennent ce que c'est Ouais. faire à manger, s'occuper du petit. Tiens, il faut racheter des couches, quelle taille de couche est-ce qu'il faut, ceci, cela. Là, vraiment la gestion du foyer toute la journée et donc du coup, ça amène un fameux équilibre qui sera bien meilleur, en fait, quand lui retournera bosser, qu'en fait, il comprendra ce que c'est vraiment tout ce travail invisible qui se fait.
fait rire la taille de la Ah. couche parce que je me rappelle au téléphone, «Ah, il fait de la fièvre, combien est-ce que je te combien est-ce qu'il t'aide?» «Donc la dernière fois, ma chérie, tu prends le carnet au henné, tu regardes combien il pesait et puis il y a la petite pipette». C'est toujours la même. Oh, laisse passer et c'est toujours au même endroit. Voilà. Allez, bisous. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai, mais bon, ça évolue. OK, ça évolue, ça change et plein de douceur à eux parce que c'est ça, en fait, oui. Si on leur donnait du temps, ça leur permettrait de réutiliser, de prendre cette place. Ouais et je pense aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui pourraient donner plus d'espace aussi à leurs aussi, voilà. Parce que ça, j'entends beaucoup. Alors ça, c'est plutôt dans les ateliers que je fais, où là, il y a des papas et des mamans autour de la table. Ça, c'est toujours hyper riche de voir aussi la compréhension de l'autre côté, même si pour moi, il y a pas de clan, mais c'est oui, hallucinant et en fait, il y a encore énormément de femmes aujourd'hui qui ont beaucoup de difficultés à lâcher Ouais. et donc ça, moi, j'invite aussi on a aussi notre responsabilité, notre rôle à jouer, à lâcher aussi et non, ce sera pas fait comme nous et c'est pas grave, tant que c'est un voilà, de faire et nos enfants, ils ont besoin aussi de manière aussi différente et voilà et si le ménage est fait différemment et si l'enfant est nourri différemment, peu importe, le ménage est fait, l'enfant est nourri, c'est ça qui compte et de temps en temps, on fait des anecdotes rigoleuses et voilà et après ça change au fur et à mesure de rappeler au mari que oui, notre enfant, notre petite fille a besoin de collants en hiver pour aller à la crèche et que la petite robe ne suffit pas, par exemple. Voilà, c'est important de et après on en rigole. Mais je pense que si nous, on leur donne plus aussi de place, ça peut contribuer. Oui, la page du qui corriger ou dire: «Ah, tu dois faire comme ci, comme ça», parce qu'alors après, bah, ils se disent, ça je le voyais, souvent en néonat ou quoi, si on est trop pote bah, après ils se défranchissent aussi, ils se disent ou alors: «Moi je suis pas capable», et donc du coup, bah, Ou je justement je le critiquer fais que pas. j'avais pu le faire, Oui, quoi. ouais, ouais. Quand ma maman allaite aussi, parfois, ils se sentent, vraiment, ça j'ai déjà eu beaucoup de conversations comme ça avec des papas, dont la maman, allaite leur bébé et ils se sentent inutiles. Ils ont l'impression parce qu'ils nourrissent pas le bébé, Mmh. beh, que du coup, ils servent à rien dans les premières semaines, quoi. Parce qu'après quand le bébé, s'éveille un peu et commence à avoir des interactions, il y a un peu moins ça, mais des fois dans les premières semaines, des papas qui voudraient, s'investir, prendre leur place et cetera mais qui se sentent inutiles et bah, c'est de leur montrer en fait, tout ce qu'on peut faire d'autre, que de nourrir, voilà. Ou si vraiment on veut nourrir, moi je dis: «Bah, fais des bons petits plats pour nourrir ta mère et comme ça tu nourris ton bébé, c'est ça». Magnifique. Apporte-lui à boire, demande-lui si elle a faim, Donner le bébé voilà. pendant la nuit, pour qu'elle puisse, ouais, l'allaiter ou pour change la couche, ouais, pour câliner en dehors des tétées et cetera. Donne le bain, il y a Ouais. tellement de choses à Mais c'est faire. vrai que ça prend de leur dire des fois parce qu'eux, ils se sentent, inutiles puisque de nouveau ce qui est valorisé en fait dans notre société, c'est le faire donc si je ne nourris pas, bah, Mmh. voilà de nouveau si je suis juste là en fait et qu'en fait je permets de porter l'espace, de bah, ça n'est pas valorisé puisqu'il faut faire pour Bien que ça sûr. soit valorisable dans Mmh. ce monde. Mmh. Alors qu'en fait, bah, justement, je dis: «Mais en fait, tu fais énormément, même en étant juste là, assis à côté d'elle, après lui avoir amené un verre d'eau et un petit truc à grignoter». En fait, tu permets justement qu'elle soit sereine, qu'elle puisse être juste, présente à ça ou, quand on est dans la famille, bah, tu peux être le gardien, essayer de prioriser ce qu'elle n'ait pas besoin de débattre sur ses choix, sur vos choix, avec tout le monde et tu peux Mmh. être ce gardien de la bulle, Ouais et pas que le jour de il y a pas l'accouchement. que le jour de l'accouchement et en fait, parfois, juste ne rien faire, d'être à côté. Bon, après, il y a quand même souvent toutes les tâches Mmh mh. domestiques à Mmh. faire, pour eux, mais ça a aussi de la valeur. Bien sûr. Avoir un père qui co-régule, cette maman, juste en étant calme, posé à côté, bah, ça aussi, c'est extrêmement précieux, important et à valoriser. Mmh, bien sûr. Et qu'est-ce que tu vois d'autre, toi, par rapport à cette transition de retour au travail dont on parle tellement Oui. pas assez, hein, parce que tout le monde fait des enfants, tout le monde retourne travailler, bon, ça devrait fonctionner pour tout le monde et c'est loin d'être le cas. Qu'est-ce que il y a quelque chose qui te flash, que tu voudrais partager par rapport à cette période? Que ce soit en fin de postpartum ou même, Oui, parce que je trouve compliqué aussi avec le retour au travail, c'est les entrées en crèche. Mmh mh. Je trouve que là aussi, ça mériterait un peu d'aménagement. Oui, ouais.
Heu, parce que souvent, ce que les mamans partagent, bah, c'est que c'est assez effrayant aussi de confier, son enfant à des personnes inconnues Mmh. et parfois, enfin, oui, moi, dans les retours que j'ai, c'est pas toujours évident. Puis parfois, il y a beaucoup d'attentes dans le bébé que tout de suite, il accepte de prendre le biberon pendant autant de temps pour que la maman puisse, y laisser, enfin et que, des fois, je trouve que Il y a encore du travail de ce côté-là. ouais. Mmh. Et aussi, bah, dans la place. Dans le on sait qu'on manque de place en crèche, mais il y a énormément de gens, encore plus que moi à l'époque où j'ai eu mes enfants, où là quand même quand je enfin après c'est vrai que moi j'ai retourné à 4-5 mois, mais là je crois quand même que celles qui avaient besoin d'une crèche après 3 mois, elles avaient. Ici, bah, des fois, la maman aurait normalement devrait retourner travailler à telle date, mais en fait, ils n'ont la crèche que 2 ou 3 mois après, donc entre temps, bah, il faut aménager, voilà, soit on a des grands-parents qui sont disponibles, qui peuvent aider, soit, bah, après moi, des fois, je dis: «Bah, c'est l'occasion parfois de prolonger une convalescence qui Mmh. était un peu courte, Tout à fait. ou pour s'occuper de son bébé». Mais, ouais, je trouve que c'est pas encore, très fluide. Je trouve dans la formation aussi peut-être des puéricultrices avec ces mamans qui sont en postpartum, toutes, inquiète et cetera, qu'il y a encore des choses un peu à Mmh. construire, à améliorer, en tout cas dans les expériences de femmes que j'accompagne ou que je vois autour de moi, c'est cette entrée en crèche, elle n'est pas toujours, Mmh. facile du tout. Oui. Non, c'est sûr. Je suis bien d'accord avec toi et beaucoup ce questionnement autour de: «En fait, je retourne au travail pour payer une crèche pour Aussi. que, des inconnus s'occupent de mon enfant». En fait, Oui. moi, j'ai ça beaucoup comme Oui. questionnement Oui. parce que le rapport au travail change souvent Mmh. à la naissance de nos enfants et de nouveau, c'est pas le fait de changer de travail ou changer de vie, c'est pas ça qu'on prône spécialement, mais c'est quand même un questionnement que beaucoup de femmes ont et se sentent alors il y en a aussi une certaine quantité, entre guillemets, qui sont très contents de retourner travailler tout ça, mais il y en a quand même qui sont dans ce questionnement de se dire: «Attends, mais c'est bizarre cette société, on nous demande de mettre nos enfants tôt en crèche pour retourner travailler, mais en fait, on retourne travailler pour payer cette crèche». Oui. Et ça Ça peut n'a de sens. voilà et en termes de sens, c'est compliqué pour certaines Oui. mamans, quoi. Mmh. Donc avec des petits, pour qui ça peut être compliqué, ce changement, cette transition, à pleurer beaucoup, à pas se nourrir pendant un certain temps, hein, donc Oui et encore parfois beaucoup de culpabilisation: «Ouais, c'est un bébé qui a été beaucoup porté» ou «Ah mais nous, on aura mal le temps de le porter comme oui, ça». ça, voilà et alors du coup, enfin, où j'ai même entendu: «Ah oui, nous, le biberon, nous, on l'installe dans un transat et on lui donne le biberon comme ça, on ne le prend pas à bras». Mais du coup, le Oh waouh! bébé, il passe oui, OK. mais du coup, enfin, oui, c'est de la transition compliquée pour les mamans et pour les dédés, quoi, qui doivent passer de enfin, voilà, à la maison, on me donne le biberon dans les bras comme ça, peut-être c'est papa ou Mmh. voilà. Et puis là, hop, dans un transat, en plus de toute la nouveauté, bon, alors souvent les bébés, finissent par créer un nouveau rythme et cetera, mais oui, je trouve que parfois, ou en tout cas, il y a ouais, dans la façon d'accompagner dans le maternage peut-être proximal ou la façon dont on s'occupe des bébés, bah, parfois dans le monde, de la puériculture, il y a un gros gap entre, ce qu'on fait à la maison et puis après, ce qui est, attendu qu'un bébé, puisse, vivre. Alors qu'à 3 mois, enfin, si ton bébé est encore beaucoup sur toi ou sur la personne qui s'en occupe, voilà. Moi, avec le portage, des fois, j'étais un peu étonnée que ça ne soit pas un outil beaucoup plus utilisé en crèche, quoi, qui permettrait justement au bébé de vivre cette transition beaucoup plus douce. Mmh. Avec du coup des gardiennes ou des puéricultrices qui peuvent porter si le parent est d'accord bien sûr, hein, parce que c'est vrai que c'est un contact un peu plus Mmh. proximal, mais je pense que les mamans qui ont accompagné, leur bébé comme ça, enfin moi j'aurais trouvé rassurant que la puéricultrice porte aussi, mon enfant ils étaient plus grands, 5-6 mois déjà on a moins besoin, mais déjà des petits bouts de 3 mois qui est plus transition plus douce quoi. Je Mmh. trouve que parfois c'est un peu Mmh. complexe. Mmh. Au-delà d'en plus, du coup, de se dire voilà et en plus, c'est ça, je dois retourner travailler, mon bébé est là en crèche, et on ne sait pas trop poursuivre la façon dont on l'accompagne à la maison. Bon après quand on les récupère, on remplit le petit sac à dos à câlins et puis au final, voilà, les bébés comprennent, je pense, les différences de rythme,
et c'est OK, mais je trouve que ce serait plus doux, mais pour tout le monde, clairement. Et c'est quoi le message que tu voudrais passer à ces femmes qui vivent ça, justement, qui nous écoutent, qui sont dans cette transition et la crèche et c'est pas facile? Bah, alors, bah, d'oser de nouveau exprimer, leurs besoins, ce qu'elles auraient, besoin, de recevoir comme soutien, dans ce qu'elles ont mis en place avec leur bébé. Évidemment avec de la communication bienveillante, hein, parce que ces puéricultrices aussi, hein, elles sont souvent trop peu pour s'occuper de beaucoup d'enfants. C'est aussi, un des métiers du care, tous les métiers du care où, vraiment on entoure ces puéricultrices de plein de douceur et vraiment on les remercie, mais oui, d'exprimer ce dont elles ont besoin ou en tout cas, si elles ne se sentent pas entendues, bah, d'oser, voilà, reformuler, pour trouver, pour que ça soit plus serein pour elles et si c'est plus serein pour, la maman et les parents, ce sera d'office plus serein pour le bébé et pour les puéricultrices qui vont le garder, je pense. Bien sûr. Et moi, j'ajouterais on a moins de temps avec nos enfants. Moi, ça a été un gros flash aussi à l'époque de me rendre compte, mon Dieu, en fait, pendant la semaine, on a tellement peu de temps avec eux quand ils sont tout petits comme ça et en crèche et que nous, on travaille. Et moi, ce que j'ai envie de vous partager, ce que je dis beaucoup aux mères que j'accompagne aussi, c'est bah, d'être vraiment en présence avec vos enfants à ce moment-là et que oui, un repas, oui, un ménage, etc., vraiment, c'est secondaire, quoi. Mais est-ce qu'on fait du batch cooking? Est-ce que de temps en temps, on se lâche un peu sur le niveau d'exigence par rapport au repas ou ouais, ce genre de choses, ou le ménage ou quoi que ce soit, où là, on pourrait obtenir une autre aide, mais qu'en fait, notre présence, elle est essentielle et pour notre bébé, mais aussi pour nous-mêmes, hein. Tu parles de les avoir à câlin. Je crois qu'il va dans les 2 sens. Moi, j'ai bien besoin de ça. Oui, moi, j'ai des aussi sac à dos à câlin, oui et remplir, moi, mon cœur de maman aussi, de ces moments et d'être en pleine présence, avec eux et d'en profiter, dans ces temps. Parce que finalement, c'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Donc, ciao le téléphone, les ordis et les machins et profitons de nos enfants. Oui, le temps est réduit, mais quand on est avec eux, profitons-en à fond, quoi. Et ça, j'avais lu aussi un truc qui m'avait à l'époque, hein, un peu, rassurée aussi, parce que même si j'étais à la maison, moi j'ai jamais été cette maman qui, savait rester des heures sur le tapis de jeu, enfin voilà, où il y avait beaucoup, tu sais, les trucs Montessori, les tout ça et alors je me foutais une pression de dingue. Je me disais: «Mais mais comment elle fait? Elle fait des trucs là, qui miroitent avec le soleil et tout» et enfin et moi je suis juste là en train de Je vois voilà. l'apathie, oui, oui. Et et parfois, voilà, cette culpabilité de me dire: «Bah oui, là, il faut quand même que je nettoie la maison». Alors moi, j'avais pas, ça, j'ai très vite, lâché le niveau d'exigence parce que, voilà, c'est d'abord la survie et puis après, Exactement. voilà, d'abord le sommeil et le repos. Ça, c'est ce que je dis souvent. Parce que des fois, on voit des vidéos sur Instagram, là, genre: «Ah, quand on te dit de dormir en même temps que ton bébé, puis ton bébé qui dort» et puis la meuf, elle est en train de tout ranger. Alors non, non. Et là, ça, le week-end, quand on a repris le travail, enfin, voilà, c'est ça. On se repose, moi, je suis une siesteuse, j'ai besoin de me sieste. Si j'adore ça, je fais ma petite nap, ouais, hein. Sinon oui, voilà, à ça, une demi heure, sinon je défonce tout. Alors que sinon, si j'ai fait ma petite power nap, je suis quelqu'un de très patient. Exactement. Donc voilà. Mais ce qui m'avait rassurée quand même dans cet âge qu'on porte et cetera, c'est que l'enfant finalement alors avec le portage et tout ça, là, je me disais: «J'ai rempli le petit sac à dos à câlin», mais quand ils sont plus grands, finalement, ils ont pas besoin de 100 d'une journée de présence de qualité, quoi. Ils ont besoin peut-être de 10-15 minutes ou en tout cas vraiment, Ouais. tu dans la vie de tous les jours, je veux dire, si, c'est 10-15 minutes où, voilà, pas de téléphone, raconter une histoire quand ils rentrent de l'école, comment ça s'est passé et cetera, bah, ça suffit, quoi. Enfin, il y a pas, besoin d'heures et d'heures, Tellement d'accord avec toi. voilà et ça m'avait un peu, relâché la pression, ouais. Parce qu'on ne saurait pas, tenir tout son ménage, faire, enfin cuisiner et cetera et en plus passer des heures, sur des tapis de jeu ou à faire des bricolages, de la peinture. Oui, on en fait et c'est des bons moments et il faut essayer d'en mettre le plus possible, mais après, voilà, Avec la réalité de la vie. avec la réalité de la vie et qu'avant, parce qu'on n'en a pas parlé, mais moi c'est ce que j'explique beaucoup de gens à beaucoup de gens, c'est que
on est des chasseurs-cueilleurs, enfin, on vivait en tribu et on avait tous ces alloparents avant qui s'occupaient aussi de nos enfants. L'enfant, il y avait pas que ses parents qui le portaient, il y avait les grands-pères, les grands-mères, les sœurs, les frères, les oncles, les tantes, et on saurait pas, nous, toutes seules ou même à 2, hein, même quand on a un papa qui peut-être a un temps de travail aménagé ou qui, prend sa place, on ne saurait pas rien qu'à 2 et encore moins toute seule, tout faire. Faire, remplacer une litre joie, tout à fait, village, même, faut juste faire de notre même. Exactement, ce sera déjà très bien. Et si on prend soin de nous et qu'on a notre citerne d'énergie, pas trop, ben, en fait, notre bébé, c'est tout ce dont il a besoin. Moi, souvent, c'est ce que je dis. Magnifique. Ben, Marie, je propose qu'on clôture là-dessus. Si je pense qu'on pourrait encore parler Tes heures. 2 heures. Merci à toi pour tous tes partages très précieux. Ben, merci à toi. Qui, je suis sûre, ont aidé beaucoup, beaucoup de parents qui vont écouter tes mots, tes expériences. Merci. Et si tu pouvais, si les personnes qui nous écoutent pouvaient retenir une seule chose de toutes les choses qu'on a échangées aujourd'hui, la principale chose que tu voudrais qu'ils retiennent, ce serait quoi? S'envoyer plein de douceur Mmh. dans ce monde, pas évident pour les parents. Moi, je dis souvent, je rêve tellement d'une société qui prend soin des mères et des familles et qui, voilà, qui ressemble un peu donc s'envoyer plein de douceur tout le temps. Je trouve on ne s'envoie pas assez d'amour à soi-même et pourtant, bah, justement, si on veut, aimer nos enfants, leur donner de l'amour, bah, comment on peut si déjà nous-mêmes, on s'en envoie pas? Et donc ces petites voix, méchantes qu'on a tous et toutes, hein, mais quand elle la vient, bah, de lui clouer le bec en lui disant: «Oui, je m'envoie de l'amour et de la douceur. D'abord à moi pour pouvoir en envoyer sur les autres». Tu parles souvent toi du Miles House, du masque à oxygène. Moi, c'est la secouriste qui, voilà, bah, fait. Oui, parce que pour rappel, pour prendre soin des nôtres, c'est important qu'on prenne soin de nous en amont et c'est pas du tout être égoïste. C'est justement remplir notre vase d'énergie ou d'eau, vous mettez la métaphore que vous voulez, mais c'est tellement ça, quand on n'a plus rien en soi, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on donne aux autres? Tout à fait. Et nous sommes des exemples aussi pour nos enfants. Donc quand on se donne de la douceur dont Marie parle, ben, ça donne envie à nos enfants aussi de s'en donner et ça donne envie de s'en donner dans la famille. Enfin, je pense que ça fait vase communicant de toute façon. Donc, Ouais. magnifique. On va clôturer sur, cette belle douceur qui me parle tellement, Malik. Merci beaucoup Merci à toi. et n'hésitez pas, si vous avez, envie de rebondir là-dessus, à nous partager à Marie ou à moi-même vos commentaires sur, tout ce qu'on vient d'échanger. Je mettrai bien sûr toutes, les coordonnées de Marie en description de l'épisode, que vous puissiez, la retrouver, elle et le magnifique travail qu'elle fait auprès des femmes. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Diable de parents. Merci Marie. Merci Sophie.